René Guénon, La Grande Triade, chapitre 9, Le Fils du ciel et de la terre. Le ciel est son père, la terre est sa mère. Telle est la formule initiatique, toujours identique à elle-même, dans les circonstances les plus diverses de temps et de lieu, qui détermine les rapports de l'homme avec les deux autres termes de la Grande Triade, en le définissant comme le Fils du ciel et de la terre. Petite note. On en retrouve même la trace jusque dans le rituel d'une organisation aussi complètement déviée vers l'action extérieure que l'est le carbonarisme. Ce sont d'ailleurs de tels vestiges, naturellement incompris en pareil cas, qui témoignent de l'origine réellement initiatique d'organisation, arrivée ainsi à un extrême degré de dégénérescence. Fin de la note. Il est d'ailleurs manifeste déjà par le fait même qu'il s'agit d'une formule proprement initiatique que l'être auquel elle s'applique dans la plénitude de son sens est beaucoup moins l'homme ordinaire, tel qu'il l'est dans les conditions actuelles de notre monde, que l'homme véritable, dont l'initié est appelé à réaliser en lui-même toutes les possibilités. Il convient cependant d'y insister un peu plus, car on pourrait objecter à cela que, dès lors que la manifestation tout entière est et ne peut être que le produit de l'union du ciel et de la terre, tout homme, et même tout être quel qu'il soit, est également et par là même fils du ciel et de la terre, puisque sa nature participe nécessairement de l'un et de l'autre. Et cela est vrai en un certain sens, car il y a effectivement dans tout être une essence et une substance dans l'acception relative de ces deux termes, un aspect yang et un aspect yin, un côté en acte et un côté en puissance, un intérieur et un extérieur. Pourtant, il y a des degrés à observer dans cette participation, car dans les êtres manifestés, les influences célestes et terrestres peuvent évidemment se combiner de bien des façons et en bien des proportions différentes, et c'est d'ailleurs ce qui fait leur diversité indéfinie. Ce que tout être est d'une certaine manière et à un certain degré, c'est seulement l'homme, et par là nous entendons ici l'homme véritable. Petite note. Nous ne parlerons pas présentement de l'homme transcendant, que nous nous réservons d'envisager plus loin. C'est pourquoi il ne peut être encore question ici que de notre état d'existence, et non de l'existence universelle dans son intégralité. Fin de la note. Nous disions, ce que tout être est d'une certaine manière et à un certain degré, c'est seulement l'homme. Et par là, nous entendons ici l'homme véritable, qui dans notre état d'existence l'est pleinement et par excellence, et c'est lui seul qui a, parmi ses privilèges, celui de pouvoir reconnaître effectivement le ciel comme son véritable ancêtre. Petite note, cette expression de véritable ancêtre est une de celles qui se rencontrent parmi les désignations de la Tien Ti Wei. Fin de la note. Ceci résulte d'une façon directe et immédiate de la situation proprement centrale qu'occupe l'homme dans cet état d'existence qui est le sien, ou du moins faudrait-il dire, pour être plus exact, qu'il doit y occuper en principe et normalement, car c'est ici qu'il y a lieu de marquer la différence de l'homme ordinaire et de l'homme véritable. Petite note. Voir le symbolisme de la croix. Fin de la note. Celui-ci, qui en effet doit seul, au point de vue traditionnel, être considéré comme l'homme réellement normal, est appelé ainsi parce qu'il possède vraiment la plénitude de la nature humaine, ayant développé en lui l'intégralité des possibilités qui y sont impliquées. Les autres hommes n'ont en somme, pourrait-on dire, qu'une potentialité humaine plus ou moins développée dans quelques-uns de ces aspects, et surtout d'une façon générale dans l'aspect qui correspond à la simple modalité corporelle de l'individualité. Mais en tout cas fort loin d'être entièrement actualisé. Ce caractère de potentialité prédominant en eux les fait en réalité fils de la terre beaucoup plus que du ciel.
et c'est lui aussi qui les fait yin par rapport au cosmos. Pour que l'homme soit véritablement le fils du ciel et de la terre, il faut que en lui, l'acte soit égal à la puissance, ce qui implique la réalisation intégrale de son humanité, c'est-à-dire la condition même de l'homme véritable. C'est pourquoi celui-ci est parfaitement équilibré sous le rapport du yang et du yin. Et pourquoi aussi, en même temps, la nature céleste ayant nécessairement la prééminence sur la nature terrestre, là où elles sont réalisées dans une égale mesure, il est yang par rapport au cosmos. C'est ainsi seulement qu'il peut remplir d'une façon effective le rôle central qui lui appartient en tant qu'homme, mais à la condition d'être en effet homme dans la pleine acception de ce mot, et qu'à l'égard des autres êtres manifestés. Il est l'image du véritable ancêtre. Petite note. C'est l'homme fait à l'image de Dieu, ou plus exactement d'Élohim, c'est-à-dire des puissances célestes, et qui d'ailleurs ne peut être réellement tel qu'il est, tel que s'il est l'androgyne, constitué par le parfait équilibre du yang et du yin, suivant les paroles mêmes de la Genèse. Elohim créa l'homme à son image, littéralement son ombre, c'est-à-dire son reflet. À l'image d'Élohim, il le créa, mâle et femelle, il les créa, ce qui se traduit dans l'ésotérisme islamique par l'équivalence numérique de Adam et Hawa avec Allah. Fin de la note. Maintenant, il importe de se souvenir que l'homme véritable est aussi l'homme primordial, c'est-à-dire que sa condition est celle qui était naturelle à l'humanité à ses origines, et dont elle s'est éloignée peu à peu au cours de son cycle terrestre pour en arriver jusqu'à l'état où est actuellement ce que nous avons appelé l'homme ordinaire, et qui n'est proprement que l'homme déchu. Cette déchéance spirituelle qui entraîne en même temps un déséquilibre sous le rapport du yang et du yin peut être décrite comme un éloignement graduel du centre où se situait l'homme primordial. Un être est d'autant moins yang et d'autant plus yin qu'il est plus éloigné du centre, car, dans la même mesure précisément, l'extérieur l'emporte en lui sur l'intérieur. Et c'est pourquoi, ainsi que nous le disions tout à l'heure, il n'est plus guère alors qu'un fils de la terre, se distinguant de moins en moins en acte, sinon en puissance, des êtres non humains qui appartiennent au même degré d'existence. Ces êtres, au contraire, l'homme primordial, au lieu de se situer simplement parmi eux, les synthétisait tous dans son humanité pleinement réalisée. Petite note. Le terme chinois « zhen » peut se traduire également, comme nous l'avons déjà indiqué, par l'homme et par l'humanité, celle-ci étant entendue avant tout comme la nature humaine et non pas comme la simple collectivité des hommes. Dans le cas de l'homme véritable, homme et humanité sont pleinement équivalents, puisqu'il a réalisé intégralement la nature humaine dans toutes ses possibilités. Fin de la note. Du fait même de son intériorité, enveloppant tout son état d'existence, comme le ciel enveloppe toute la manifestation, car c'est en réalité le centre qui contient tout. Il les comprenait en quelque sorte en lui-même, comme des possibilités particulières incluses dans sa propre nature. Petite note. Et c'est pourquoi l'homme comme troisième terme de la grande triade représente effectivement l'ensemble de tous les êtres manifestés. Le lieu où se situe cet homme véritable, c'est le point central où s'unissent effectivement les puissances du ciel et de la terre. Il est donc par là même le produit direct et achevé de leur union. Et c'est encore pourquoi les autres êtres, en tant que production secondaire et partielle en quelque sorte, ne peuvent que procéder de lui, suivant une gradation indéfinie, déterminée par leur plus ou moins grand éloignement de ce même point central. C'est en cela que, comme nous l'indiquions tout d'abord, c'est de lui seul qu'on peut dire proprement et en toute vérité qu'il est le Fils du ciel et de la terre. Il l'est par excellence et au degré le plus éminent qui puisse être, tandis que les autres êtres
ne le sont que par participation, lui-même étant d'ailleurs nécessairement le moyen de cette participation, puisque c'est dans sa nature seule que le ciel et la terre sont immédiatement unis, sinon en eux-mêmes, du moins par leur influence respective dans le domaine d'existence auquel appartient l'état humain. Petite note, cette dernière restriction est nécessitée par la distinction qui doit être faite entre l'homme véritable et l'homme transcendant, ou entre l'homme individuel parfait comme tel et l'homme universel. Fin de la note. Comme nous l'avons expliqué ailleurs, l'initiation, dans sa première partie, celle qui concerne proprement les possibilités de l'état humain et qui constitue ce qu'on appelle les petits mystères, a précisément pour but la restauration de l'état primordial. En d'autres termes, par cette initiation, si elle est effectivement réalisée, l'homme est ramené de la condition décentrée, qui est présentement la sienne, à la situation centrale qui doit normalement lui appartenir, et rétabli dans toutes les prérogatives inhérentes à cette situation centrale. L'homme véritable est donc celui qui est parvenu effectivement au terme des petits mystères, c'est-à-dire à la perfection même de l'état humain. Par là, il est désormais établi définitivement dans l'invariable milieu, Chung-Yung, et il échappe dès lors aux vicissitudes de la roue cosmique, puisque le centre ne participe pas au mouvement de la roue, mais est le point fixe et immuable autour duquel s'effectue ce mouvement. Ainsi, sans avoir encore atteint le degré suprême qui est le but final de l'initiation et le terme des grands mystères, l'homme véritable, étant passé de la circonférence au centre, de l'extérieur à l'intérieur, remplit réellement, par rapport à ce monde qui est le sien, la fonction du moteur immobile, dont l'action de présence imite dans son domaine l'activité non agissante du ciel. Petite note, on pourrait dire qu'il n'appartient déjà plus à ce monde, mais que c'est au contraire ce monde qui lui appartient. Fin de la note. Autre note. Il est au moins curieux de voir en Occident et au XVIIIe siècle, Martine de Pascaly revendiquer pour lui-même la qualité d'homme véritable. Que ce soit à tort ou à raison, on peut en tout cas se demander comment il avait eu connaissance de ce terme spécifiquement taoïste, qui d'ailleurs semble bien être le seul qu'il n'ait jamais employé. Fin de la note.